Et puis à Monsieur Asselineau, ça me fait très plaisir que vous soyez avec nous. Tous les jours, nous recevons des candidats dits de petite liste. Nous essayons de les recevoir avec bienveillance, gentillesse, écoute. Et moi, j'étais pas content. Ah bon? Ben non. Parce que je vous ai reçu l'autre jour. Nous vous avons reçu. Et alors? Et vous vous servez après de votre présence à l'antenne pour dire du mal de nous alors qu'on vous reçoit bien. Non. On a fait du débunkage. Vous voulez que je vous montre la séquence? Oui, mais par exemple, lorsque j'avais dit, je me rappelle, j'avais dit que M. Macron, en 2018, lorsqu'il était allé à Londres, avait été interrogé par la BBC et qu'il avait dit que si la BBC lui avait demandé s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, que se passerait-il? Que Macron avait dit probablement le Frexit l'emporterait. Je vous avais dit ça et vous avez l'un des journalistes qui était présent qui a dit que c'était faux. Donc on a été normal le soir qu'on fasse du débunkage. J'entends ce que vous dites, mais moi d'abord on n'est pas si nombreux à vous recevoir. Je crois que sur le service public, ça s'améliore en ce moment. Sur le service public, je crois que vous n'êtes pas encore allé. Écoutez, si je suis allé sur France 3, mais ça se débloque, vous savez, de façon millimétrique. Donc moi je trouve bien qu'on écoute tout le monde. Surtout vous êtes un des rares à vouloir le Frexit. Donc je trouve intéressant d'entendre vos arguments. Et c'était vrai aussi hier avec Florian Philippot. On a parfois l'impression qu'on se sert après que vous servez de. Non, je voulais juste vous montrer la séquence et après on va parler de cette alerte grave. Mais voyez la séquence de ce que vous aviez dit après notre émission. C'est une émission dont on a été prévenu hier au soir pour ce matin. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas eu trop de temps pour me retourner ni pour le préparer. Donc et je n'ai eu la certitude que l'émission avait lieu et son horaire en particulier qu'aux alentours de 9h30, 10h du soir, pour le lendemain, 9h30 du matin. Merci de nous avoir invités, mais c'est quand même dans un désert total d'invitations. Lorsque je suis arrivé là-dedans, j'ai eu l'impression d'arriver dans je ne sais pas, l'atmosphère était absolument glaciale. J'ai été confronté, comme vous l'avez vu, il y avait, je crois, six journalistes. Et je me suis senti, encore une fois, comme d'habitude, comme passant devant un tribunal de l'Inquisition, un tribunal d'assises où j'étais inculpé. J'avais même pas ouvert la bouche que j'étais considéré comme quelqu'un d'infréquentable. Mais moi, je vous assure, j'aime pas entendre ça. Parce que oui, mais c'est quand même le sentiment qu'ont beaucoup de nos adhérents et de sympathisants, et c'est le sentiment que j'ai. Si vous voulez, je vais prendre un exemple. En 2005, il y a eu 55% des Français qui ont voté non à la Constitution européenne. C'est vrai. Bon. Quand je vais dans les médias, j'ai l'impression que 100% des journalistes ont voté oui. Je n'ai jamais eu le sentiment de journalistes qui me disaient... Les autres, ça m'est égal. Asselineau a raison, etc. Les autres, ça m'est égal. Oui. Mais sur 2005, vous avez 100% raison. Moi, je passe mon temps à dire que c'est un traumatisme pour la société française parce que les gens ont voté non et ce référendum qu'on a mis par la fenêtre, on l'a fait rentrer par un traité par la porte, ou le confrère. Mais ne dites pas, moi on vous reçoit, vous voyez ce que je veux dire. Et moi ça me peine, disons-le, parce qu'on est là pour discuter ensemble, c'est pas un tribunal de l'Inquisition. En revanche, on peut poser des questions comme tous les journalistes font, etc. Bon, en tout cas, on vous posera toutes ces questions tout à l'heure, et j'espère vraiment vous recevoir comme le parti animaliste, comme M. Reconnaissez qu'il y avait quand même un certain nombre de choses que j'avais dites, qui ont été contredite à l'antenne, alors que j'avais raison. Lorsque, par exemple, c'est autre chose. Un journaliste qui a nié les résultats macroéconomiques du Brexit que je donnais, en disant que c'était n'importe quoi, je maintiens que j'avais raison. Le Brexit se porte... La situation macroéconomique britannique est bien meilleure que la situation française. Là, je ne sais pas ce que les uns et les autres, si Jean-Claude Dacier veut dire un mot déjà là-dessus ou pas. Dire le contraire, mais je reconnais ne pas avoir examiné dans le détail les chiffres de la Grande-Bretagne. Ça va venir, il ne me semble pas quand même... Le SMIC est plus haut en Angleterre qu'il n'est chez nous. Flatteur, d'autres non. Voilà. Le SMIC est plus haut, notamment. Bon, quand même peut-être. Monsieur Asselineau. Oui, il faudrait quand même peut-être préciser que c'est sûr que le procédé de la prise d'otage comme ça, le chantage n'est pas très agréable, mais il y a quand même en France un formidable problème de pouvoir d'achat. Tout à l'heure, on est passé un petit peu vite sur ce que vous avez dit à juste titre, c'est que le SMIC au Royaume-Uni en 2016 était 15% inférieur au SMIC français. Aujourd'hui, il est 10% supérieur. C'est-à-dire qu'on dit le Brexit, c'est une catastrophe en fait peut-être pour les détenteurs de capitaux, mais pour le peuple britannique, je vous assure que son niveau de vie a sacrément augmenté par rapport au niveau de vie français. Vous savez bien que le niveau de vie en France décline, le pouvoir d'achat des Français baisse, à demander à tous vos auditeurs,
Et donc, il y a un vrai problème sur le sujet. Donc, il faut, avant, bien sûr, on peut critiquer la formule, mais il faut quand même se poser des questions de savoir où est-ce que l'on va. Et moi, ce que j'explique, si on veut bien le regarder, c'est que notre appartenance à la zone euro pèse sur le pouvoir d'achat des Français. Je ne suis pas le seul à le dire. Marc Toiti, Emmanuel Todd le disent aussi. Donc, c'est un véritable sujet. Ça, c'est intéressant parce que la ligne éditoriale, si j'ose dire, de votre projet, c'est de sortir de l'Europe. Alors, moi, je ne suis vraiment pas un grand spécialiste. Simplement, j'ai écouté ce que les uns et les autres disent. En gros, ils disent, on ne sait pas trop ce que l'Europe nous apporte aujourd'hui. Et on peut vous rejoindre sur plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Si on était tout seul, on s'en sortirait peut-être pas forcément plus mal, parce qu'on ferait des échanges, des choses comme ça. En revanche, ils disent tous, si on sortait de l'Europe, ce serait une déflagration sur le plan monétaire. Pourquoi ? Parce que nous finançons aujourd'hui la dette avec l'emprunt, qu'on a un taux très bas parce que nous sommes dans la zone euro, et que si on était hors zone euro et qu'on retournait au franc, ce serait une catastrophe. Oui, mais Tout le monde, tous les gens qui sont à peu près sérieux disent la même chose. Donc je les écoute. Ouais, alors, vous pouvez peut-être... D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que si on se présente, nous, aux élections européennes, c'est d'abord et avant tout pour imposer un débat. Parce qu'en fait, le débat n'a pas vraiment lieu. Il n'y a pas des débats approfondis sur la situation actuelle de la France et où est-ce que nous allons. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est qu'en France... Si on voulait résumer la situation de la France, c'est un immense désespoir du peuple français. Voilà. Les Français ont le sentiment que leur pays est en train de leur échapper et qu'ils ne savent pas ce que va devenir la France à l'horizon de 5 ou 10 ans. Ce sont des choses autrement plus importantes, excusez-moi, qu'un problème de dépréciation monétaire. Donc la question qui se pose... Le pouvoir d'achat, c'est pas rien. Non, si demain, vous pouvez plus payer les retraites, c'est moi qui en parle, justement. Et ce que je voudrais dire, c'est que beaucoup de gens disent, vous vous rendez compte si on sort de l'euro? Et moi, je leur dis, est-ce que vous vous rendez compte si on y reste? Parce que tout le monde sait que la zone euro, que l'euro est en train de nous coûter des fortunes. Il suffit de voir ce qui avait été calculé justement, notamment par un institut, je crois, britannique ou allemand, qui montrait que la France, ça nous avait coûté depuis la création de l'euro 56 000 euros par personne. Le PIB des États-Unis était à peu près comparable à celui de l'Union européenne il y a 15 ou 20 ans. Maintenant, il est 80% supérieur. Donc, on doit poser ces questions et on n'a pas de réponse. Et par ailleurs, je voudrais dire aussi quelque chose. C'est que si on a un peuple qui n'a pas sa monnaie, qui est dirigé par une banque centrale étrangère, ne peut plus avoir une politique économique personnelle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez raison, il y a un chantage qui peut être fait sur les taux d'intérêt. Mais c'est justement le chantage auquel a été soumis Mme Meloni. Mme Meloni, elle s'est fait élire sur le thème qu'elle allait réduire à zéro l'immigration. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient d'octroyer 456 000 titres de séjour nouveaux pour entrer en Italie. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, si vous faites ça, la Banque Centrale Européenne ne va plus intervenir. C'est la raison pour laquelle c'est un tout. C'est soit on est un peuple asservi, soit on est un peuple qui se libère. Et se libérer, ça veut dire reprendre les manettes, sortir de... On peut agir sur la politique économique. Là où ce que vous dites est contestable, c'est-à-dire que si l'État demain veut baisser, par exemple, les charges patronales, sociales des entreprises, l'État peut le faire sans demander son avis à Bruxelles. Ce que vous dites n'est pas tout à fait juste. Il peut agir sur une politique économique, me semble-t-il. Vous savez bien que les grandes orientations des politiques économiques sont fixées par la Commission européenne chaque année pour chaque État. Je prends des exemples très précis, M. Asselineau. La privatisation des services publics que les Français ne veulent pas. La privatisation de la SNCF que les Français ne veulent pas. Le démantèlement d'EDF qui est en cours que les Français ne veulent pas. Tout ceci nous éteint. La hausse des... Ils ont qu'à voter. Ils ont voté pour Emmanuel Macron. Vous devriez faire 40% aux prochaines élections européennes. Expliquez-moi pourquoi vous êtes à combien? Mais écoutez, vous savez que quand même dans les salles de rédaction, on sait très bien quels sont les vrais sondages. C'est-à-dire aujourd'hui, vous savez très bien qu'on n'est pas à 0,5. Vous le savez. Ah non, alors ça c'est encore une analyse complotiste. Ne dites pas ça, parce que vous sous-entendez que je saurais des choses que je ne dis pas à l'antenne. Ce qui n'arrive jamais en ce qui me concerne. Je peux vous dire qu'il y a des sondages qui ne nous donnent pas à 0. Et à combien ils vous donnent? En ce moment, entre 3,5 et 4. Bon, et si vous avez entre 0,5 et 1, qu'est-ce que vous direz? Je ferai mon mea culpa, mais ce que je dirais... vous savez ce que je dirais aussi? Mais ce que vous dites, j'entends ce que vous dites. Je vais répondre à M. Dacier. Au cours des mois écoulés, des semaines écoulées, il y a eu les couvertures de magazines. Vous avez eu 11 couvertures pour Bardella. Vous en avez eu 6 pour Glucksmann. Vous en avez eu 3, je crois, pour M. Bellamy. Vous en avez eu 2 pour Madame Maréchal. Moi,
Zéro. Mon nom même n'est pas prononcé. Mais j'entends bien. Donc comment voulez-vous nous ne sommes pas à armes égales dans ce genre de situation. J'entends bien, mais c'est le fait la poule. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de Jordan Bardella parce qu'il est crédité à de 32 ou 33%. Mais j'entends ce que vous dites. Parce que ça vend aussi. Vous mettez en une ce qui vend. Oui. Vous savez que. Il est 9h23. Vous restez avec nous. De toute façon, vous êtes ensemble là jusqu'à 10h. Et je vous remercie. Et ce que vous dites, je l'entends. Lorsque vous dites que les Français s'intéressent sur ce que sera la France dans 5 ans ou dans 10 ans, je suis à 100% d'accord avec nous. Nous le disons sans arrêt. Vous n'êtes pas le seul à le dire, d'ailleurs. Le mot dépossession de la France, les gens qui ne reconnaissent plus la ville ou le pays dans lequel ils sont nés, on est tous à le dire. Nous apportons la réponse. Parce que moi, je vois que de l'extrême droite à l'extrême gauche, c'est une espèce de déploration générale de la situation, mais qui trace une perspective d'avenir. Vous dites la même chose que M. Philippot. Il n'y a aucun exemple, dans le monde d'un pays qui se soit redressé autrement que sur l'amour de la patrie. Voilà. Et puis il y a des exemples, par exemple, qu'on ne cite jamais dans le débat. Par exemple, la Corée du Sud. C'est très rigolo, la Corée du Sud. Elle est toute seule. Et elle est mieux que nous. Elle est toute seule, elle fait tout toute seule. Mais vous savez, et elle est plus performante, elle a des accords, des échanges, etc. Mais elle est dans aucun système. Et la Corée du Sud, il y a autant d'habitants que nous. Donc l'idée de dire que quand on est tout seul, on réussit, c'est pas vrai pour la Corée du Sud. C'est tout ce que je dis. Et moi, j'aime bien le débat comme vous. C'est pas vrai pour la Suisse non plus, ni pour la Norvège, ni pour l'Islande. Je parle sous le contrôle. Il faut quand même préciser sur François Asselineau. Il faut prendre la hauteur de vue géopolitique, c'est qu'il s'agit d'un porte-avions français dans le Pacifique Sud et que notamment les mines de nickel qui en font le troisième producteur mondial, très important pour les aciers spéciaux, mais aussi pour les batteries électriques pour les véhicules, attirent la convoitise des Américains, des Australiens, des Chinois. Actuellement, il y a un pays qui n'est pas très loin, qui sont les îles Salomon, qui sont en train de tomber dans l'escarcelle des Chinois. Donc le fait que le président de la République, là pour le coup, je le soutiens, il y a quand même eu 3 référendums qui ont tous les 3 donné le refus de l'indépendance. Il faut maintenant aller de l'avant. Ce que je pense personnellement, c'est qu'on ne parle pas assez de la Calédonie en France, qui fait partie de la République et qu'on devrait davantage mettre en avant. Vous y êtes allé ? Oui, j'y suis allé. J'avais même été envoyé par Rocard, quand j'étais à l'Inspection Générale des Finances, sur le problème des terres. C'est un sujet que je connais vraiment bien. C'est 18 000 km pour terminer. C'est à 18 000 km de Paris. Vous avez raison, c'est un porte-avions qui suscite beaucoup de convoitises. Vous avez complètement raison. Sauf qu'un porte-avions, ça ne se gouverne pas à la godille. C'est vrai. Il faut être un peu prudent avec ce que l'on fait. C'est vrai, mais quand vous connaissez le corps électoral sur place, vous avez des Français venus de France il y a 25 ans qui ont fait souche et qui n'ont toujours pas le droit de vote. Imaginez l'inverse. Imaginez que des Kanaks qui sont nés en Calédonie viennent en métropole et qu'on leur interdise le droit de vote. Ça serait l'objet d'un scandale. Alors, écoutons. Et Louis Plenel, c'est bien celui dont le directeur de cabinet de François Mitterrand avait dit qu'il était en fait un agent américain. C'est bien ça ? Dans un prétoire. C'est le même, oui. C'est le même. Voilà. C'est aussi celui qui n'a jamais été établi non plus. Hein. Oui. C'est vrai. Enfin, Gilles Ménage l'avait quand même sorti dans un prétoire. Hein. Oui, c'est vrai. Comme M. Asselineau est là et qu'il doit partir à 10h parce que le temps de parole nous interdit d'aller au-delà. Ah, sacré temps de parole, oui. Donc, allons-y. Le problème, c'est que vous avez fait, c'est en 2017, la dernière fois, vous n'êtes pas présenté à la présidentielle en 2022. Oui, mais en 2010. Vous n'aviez pas les parrainages. Oui. Bon. Alors, c'est ainsi. Oui. Bon. Et la dernière fois que vous êtes présenté, vous avez fait 0,92%. Ah, à la présidentielle, oui, tout à fait. Et j'avais fait 1,2% aux européennes. Voilà. Bon. C'est-à-dire, d'ailleurs, au passage, 1,2%, c'était 1/5 de ce qu'a fait M. Glucksmann. J'aimerais que nous ayons 1/5. Là, j'aimerais ne pas vous couper, d'une certaine manière, et simplement vous dire, les gens qui nous écoutent, quelles sont les 4-5 mesures essentielles pour l'Europe, pour la France, que vous mettriez en place si vous étiez demain au pouvoir. Et je vous propose de ne pas vous interrompre pour simplement vous écouter. Alors très bien, merci beaucoup. Donc la vraie question qui se pose, c'est que les Français doivent se poser la question en conscience, que devient la France ? Où est-ce que l'on va ? Et aucun des partis politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche ne pose ces questions. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire extrêmement attention à ce qui est en train d'être préparé. Qu'est-ce qui est en train d'être préparé ? Vous avez vu que Mme von der Leyen, présidente de la Commission européenne, est en fait sur la voie quasiment du départ. Elle a dit qu'elle voulait être candidate à sa réélection, mais vous avez vu aussi que M. Mario Draghi, ancien président de Goldman Sachs International, ancien président de la BCE, ancien président du Conseil, qui est un homme qui a ses entrées au World Economic Forum, au Bilderberg, à la Commission trilatérale, a annoncé qu'il était candidat. Donc c'est à regarder de très près, d'autant plus que Macron l'a regardé. Et qu'est-ce qu'a dit monsieur Draghi ? Il a dit qu'il fallait une Europe puissance.
Tiens, c'est exactement le slogan de M. Macron. Et c'est quoi pour M. Draghi l'Europe puissance? C'est d'abord un emprunt de 500 milliards d'euros pour favoriser, pour payer l'élargissement à l'Est. Je suis sidéré qu'au cours de cette campagne, aucun candidat ne parle de l'élargissement. Il y a 9 États qui sont agréés comme devant entrer dans l'Union européenne. Le plus ancien étant la Turquie depuis 1999, je crois, et le plus récent étant la Géorgie. Mais vous avez dedans la Bosnie-Herzégovine, vous avez la Serbie, vous avez l'Albanie, vous avez la Macédoine du Nord, vous avez la Géorgie, vous avez l'Ukraine, vous avez la Moldavie et vous avez, je crois, j'ai dû en oublier un quelque part, ça c'était le Monténégro. Ces États-là, ça représente des centaines de milliards d'euros. Ça veut dire que la France, les Français, doivent savoir que personne ne leur dit que nous allons être ponctionnés pendant des années et des années et des années de dizaines de milliards d'euros pour des pays. Je n'ai rien contre ces pays. Mais enfin, vous avez vu l'état de la situation en France. Regardez les hôpitaux, regardez les écoles. J'entends et je suis plutôt... Je pense que beaucoup de gens partagent ce que vous êtes en train de dire, que personne ne veut de la Turquie dans l'Europe. Voilà. D'ailleurs, elle n'entrera jamais. Pas seulement la Turquie. L'Ukraine, la FNSEA elle-même a dit que si... J'entends, mais des mesures, soyez... Non, mais là, il reste 3 minutes, dites-moi ce que vous voulez. Non, il ne reste pas 3 minutes. Donc, non. Alors, ce que je veux dire, c'est que M. Mario Draghi, il a dit par ailleurs qu'il voulait que l'Union européenne... Attendez, Monsieur Mario Draghi voulait que l'Union européenne devienne un État. Nous avons entendu tout ça et on est contre en France. La France, c'est pas l'Europe fédérale. Bah nous. Oui, moi je le dis, personne ne veut de l'Europe fédérale, je suis désolé de vous le dire. Ça veut dire les gens n'en veulent pas non plus de l'Europe fédérale. Oui, mais d'accord, voilà. ils veulent la souveraineté nationale, ils veulent que la France décide. Jean-Claude Dacier, il le veut, tout le monde aussi le veut. 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne, ils l'ont eu quand même. Donc moi je suis là pour représenter ces 55% des Français. Et oui, mais vous faites que 0,92. Mais attendez, c'était il y a 7 ans. Les choses ont changé depuis 7 ans. Vous n'allez pas faire 25%. Est-ce que vous pouvez me dire 2-3 mesures concrètes? Mais je te fais des mesures. Moi, je vois des gens c'est un sketch, en fait, tous les 5 ans. Vous voyez des candidats qui disent, moi, je vais l'Europe sociale, l'Europe écologiste, l'Europe des travailleurs, l'Europe des nations, l'Europe des patries, l'Europe sans commission européenne. Ils n'ont pas le pouvoir. Pour changer l'Europe, il faut changer les traités. Pour changer les traités... Ça, c'est pas tout à fait vrai. Je l'ai dit tout à l'heure, en économie, tu peux agir. Pour changer l'Europe, pour avoir une Europe qui ne soit pas... Les 35 heures, c'est pas l'Europe. Pour avoir une Europe... Non. L'Europe, en revanche, c'est la retraite à 67 ans. La retraite à 60 ans, exactement, c'est pas l'Europe, c'est mais les Français, ils se sont mobilisés contre la retraite à 64 ans. Et alors, ils ont eu raison. Attendez, et pourquoi? Mais franchement. Oui, tout à fait. Écoutez, vous savez mieux que le peuple ce que le peuple veut. Mais écoutez... Travaillez moins, le résultat est garanti. Non, écoutez, moi, ce que nous voulons d'abord avant tout dans cette campagne... Non, mais ça s'entend ce que dit Jean-Claude Dacier. J'ai bien compris. Mais nous, on peut... Le peuple, il veut pas beaucoup travailler, vous le savez bien. Si vous demandez en race gratis, ça va... Non, ça n'est pas exact. Vous savez, ce que je l'ai dit tout à l'heure, nous, ce que nous voulons, c'est casser la spirale du désespoir. C'est que les Français soient de nouveau fiers de leur pays, et ça veut dire qu'ils reprennent en main les manettes de leur propre pays. On est en train en ce moment de leur fourguer une Europe fédérale dont ils ne se rendent même pas compte des conséquences. Voilà, la perte du siège à l'ONU. Ils s'en rendent compte très bien, ils ont voté en 2005 contre. Voilà. Eh bien, nous, on est là pour justement représenter cela. Et bien entendu, si nous avons des élus là, il suffit de dépasser 5%. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Mais si on a des députés au Parlement européen, on ne fera pas du Bardella, qui est resté qui ne faisait rien. Nous, on sera là pour apporter une véritable opposition. On fera ce qu'avait fait le fondateur du parti UKIP, Nigel Farage, qui a été celui qui a porté la parole du Brexit. Et d'ailleurs, je sais bien qu'il y a un discours qui dit ça fait 10 ans, 15 ans, etc. Vous savez, Nigel Farage, il avait créé son parti politique en 1986. Le référendum sur le Brexit a eu lieu en 2016, il a mis 30 ans. Et au bout de 17 ans, il a commencé à monter. On y est pour ce qui nous concerne. Bon, en tout cas, merci Monsieur Asselineau. On est limité en temps de parole. Ça vous convient ce qu'on a fait? Vous allez me dire sur les réseaux que vous avez été mal reçu, qu'il y avait un tribunal d'inquisition, que je vous ai coupé la parole. Là, vous avez été très gentil. Et l'autre jour, j'avais été méchant. Oui. Non, mais vous aviez des collègues qui m'avaient attaqué en disant des choses qui étaient fausses. C'était pas des idées, c'était des faits. Donc vous ne direz pas sur les réseaux que vous avez... Non, je dirais sur les réseaux j'attends la prochaine réinvitation. Mais voilà. je vous assure, sur l'Europe, les gens, ils sont pas idiots. Quand vous dites... ils avaient bien compris l'affaire en 2005, mais en 2005, je répète, ils ont voté contre un référendum
qu'on est entré, qu'on leur proposait par la porte et il est entré par la fenêtre. C'est pour ça qu'ils votent cette fois-ci pour le véritable opposant, le parti du Frexit, pas pour un parti dont, par exemple, le RN ou bien Zemmour. Ils sont tous pour rester dans l'UE, monsieur Mélenchon aussi. Le RN, c'est nouveau, hein. Oui, en 2017, il va revenir à l'écu. Si vous me permettez, il faut trouver le juste milieu, c'est-à-dire, effectivement, il faut sans doute retrouver une souveraineté nationale, mais si on sort de l'Europe, mais non, mais ça c'est mais non, c'est pire que tout. Tous les gens sont à peu près sérieux. Non, ça s'appelait. Les Britanniques avaient appelé ça le Project Fear. Ah, de l'Union européenne. Bon, merci Monsieur Asselineau. Oui, on va pas C'était un plaisir de vous Réciproque. écouter et j'espère qu'on pourra vous réentendre avant les élections. Mais le temps de parole nous regarde, en l'occurrence nous écoute. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Mais je vérifiais à ma montre. Vous êtes ironique. Non, le temps de parole de Pascal Pro est illimité. Hein. Je suis admiratif que quelqu'un sur ce plateau ait réussi à tenir 3 minutes 15 sans être coupé. Franchement, Faut faire une vidéo sur YouTube avant. Il est quand même assez doué. Je ne coupe jamais Charlotte Dornelas parce que ce qu'elle dit est très intelligent. C'est vrai. Voilà, à bon entendeur, salut. La pause, merci Monsieur Asselineau. Et on reçoit dans une seconde, ça va être passionnant, Driss Ghali de la diversité au séparatisme. Ça, c'est un grand bouquin, mesdames, messieurs. À tout de suite.